Bienvenue pour cette diffusion. Donc aujourd'hui, dans Quoi de neuf, l'édition, 48 plans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Et plusieurs axes sont ainsi abordés aujourd'hui, donc comme les lancements de collections, des séries, des labels, ainsi que la mise en avant d'auteurs et autrices émergents et des nouveaux talents, des maisons d'édition à découvrir et aussi des avant-premières de collections à venir en 2026. Et pour les diffusions, vous pourrez les retrouver en replay dès la fin du live sur la plateforme Wisembly. Donc ces webinaires voilà, se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et qui accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question ainsi de l'empathie. Et aujourd'hui, le titre du webinaire s'intitule « À la découverte des maisons d'édition jeunesse suisse » avec 6 éditeurs suisses. Et c'est du coup une nouvelle maison d'édition à découvrir. Tout en précisant que c'est une diffusion pré-enregistrée. Donc voilà. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous, je suis Alizée et aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les maisons d'édition qui vont être sur le stand collectif suisse et qui vont participer au Salon de Montreuil de fin novembre à 1er décembre. Certaines de ces maisons, vous les connaissez peut-être déjà. Certaines ont déjà eu des auteurs invités par le passé, sont déjà venus sur le salon avec des stands. Pour d'autres, c'est la première fois qu'elles sont là. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Antipode, Askip, Le Croche-Patte, La Petite Chaise, Helvétique et les éditions Visibles. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter rapidement toutes ces maisons et de vous donner envie de venir les rencontrer en personne fin novembre. Alors je vous propose de commencer avec Julie de chez Antipode. Oui. Bonjour, moi c'est Julie Mougel, je travaille aux éditions Antipode comme éditrice plus spécialisée bande dessinée jeunesse. En fait, on a une maison d'édition qui existe depuis 30 ans, une maison d'édition spécialisée en sciences sociales humaines avec des collections très très variées, et notamment en histoire, psychologie, sociologie, anthropologie de manière large en sciences humaines. On a environ 400 titres au catalogue et on est basé à Lausanne. Et depuis 2018, on s'est lancé dans l'aventure de l'illustrer avec la bande dessinée et 2019 la jeunesse sur des thématiques qui rejoignent en fait les thématiques de sciences sociales qui nous sont chères, en développant des sujets, des récits qui rejoignent ce qu'on défend, c'est-à-dire des idées. Voilà, on essaie de combattre des idées reçues, du prêt-à-penser par l'illustrer aussi. Donc on a fêté nos 30 ans cette année, on a édité un catalogue justement un peu thématique pour rassembler tous les titres, enfin les plus emblématiques de notre catalogue qui se présentent de manière assez lisible, j'espère.
pour montrer un peu cette ligne éditoriale cohérente en fait entre les sciences humaines et puis l'illustré. Voilà ce que je peux présenter aujourd'hui comme livre. C'est pas vraiment un livre encore emblématique, mais c'est vraiment un coup de cœur de rentrée pour nous, et en tout cas pour moi aux éditions. C'est Joseph qui se présente comme ça, de Marion Canevachini, qui est une autrice chez nous depuis. C'est son 4e livre aux éditions Antipode. C'est une artiste plasticienne un peu complète dans sa pratique artistique au sens large. Et a travaillé un livre sur le sujet délicat de la transidentité. Donc on est vraiment sur un livre qui n'est pas jeunesse, c'est un livre dès 12 ans, disons que c'est pour ados. Voilà. Et on part d'un récit très très intime et puissant. Elle a fait une rencontre de son modèle, comme elle l'appelle, qui a traversé des bouleversements dans sa vie qu'on peut imaginer très très dur et rentré dans son combat et c'est un récit très très poignant et très peu utilise très peu le langage, mais dont le langage est vraiment un support et en écho à ces images plastiques qui sont très porteuses de sens, où tout va ensemble dans l'intime et dans la puissance du récit. Et peut-être pour se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment, je pense, le sujet de ce livre, c'est avoir cette prétention de pouvoir se mettre à la place de l'autre, tout simplement. Et c'est une autrice qui sera peut-être à Montreuil sur le stand? Oui, ce serait une autrice qui sera présente sur le stand, en tout cas, oui, en dédicace et qui présentera aussi ses autres titres parus. Elle a travaillé sur le thème de la maladie infantile aussi, sur l'invisibilité et le deuil durant l'enfance. Donc c'est vraiment des thématiques assez intimes. Et voilà, on se réjouit de vous la faire découvrir. Parce que vous disiez que vous avez commencé la jeunesse, et puis l'illustré jeunesse et puis aussi la bande dessinée. Est-ce que vous avez une ligne qui est très différente de l'un à l'autre, ou quand vous avez un projet, vous l'imaginez un peu dans les deux catégories, ou comment vous faites pour décider? Ou c'est le projet qui de lui-même est déjà porteur un peu de sa forme? C'est le sujet de manière générale qui nous est amené sous cette forme illustrée déjà d'emblée. Après, on a des croisements thématiques qui peuvent facilement se faire entre les sciences sociales académiques, disons, et l'illustré. Ça nous est déjà arrivé de traiter du suicide assisté, par exemple, d'abord via un livre dans notre collection Anthropologie, menée par Marc-Antoine Berthaud, spécialiste de l'accompagnement en fin de vie, qui a aussi signé la préface d'un autre livre qui nous est arrivé quelques années plus tard, d'une autrice de bande dessinée qui s'appelle Mélissa Oscul, qui a travaillé sur un récit complètement fictif, mais sur la base de faits réels, à travers sa BD Le Dernier Pétale de Rose. Et c'est vraiment une rencontre très complète qu'on peut donner à voir sur cette thématique-là et faire réfléchir aussi sur ce sujet complètement tabou encore aujourd'hui. Ah, c'est super intéressant. Et vos livres sont diffusés et distribués en France déjà aujourd'hui? On est distribué par la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, pour le catalogue Sciences sociales et aussi pour la bande dessinée et la jeunesse. Donc on est disponible dans toutes les librairies. Est-ce que parmi les autres éditeurs, vous avez des questions à poser à Julie Mougel? Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pour présenter sa maison? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un livre qui peut être un peu connecté sur la même thématique ou pas. Alors, dans ce cas, l'ordre alphabétique fait foi. Julia Jobin, je vous laisse prendre la suite. Moi, je suis là pour les éditions Askip. On est une toute petite maison d'édition jeunesse qui existe sous forme associative depuis 2020. On est 3, Hélène Montero qui est relieuse, Stéphanie Tchopf qui est graphiste et moi-même qui viens plutôt des arts visuels et de l'écriture. On fait un livre par année que nous abordons à chaque fois collectivement comme une aventure, donc dans le sens où le processus qui mène à chacun de ces livres, l'histoire qui l'accompagne, elle est pour nous aussi un peu que l'objet final. Moi, je suis là pour les éditions Askip. On est une toute petite maison d'édition jeunesse qui existe sous forme associative depuis 2020.
On est trois, Hélène Montero qui est relieuse, Stéphanie Tchopf qui est graphiste et moi-même qui viens plutôt des arts visuels et de l'écriture. On fait un livre par année que nous abordons à chaque fois collectivement comme une aventure, donc dans le sens où le processus qui mène à chacun de ces livres, l'histoire qui l'accompagne, elle est pour nous aussi un peu que l'objet final. Nos livres s'adressent aux enfants sans tellement s'attacher à des catégories définies parce que les livres qu'on fait, on les voit plutôt comme des livres qui sont destinés à être partagés, à être lus ensemble ou expérimentés. On attache une grande importance au dessin à la main en visant toujours à rester au plus près des planches originales dans leur reproduction. On aime explorer différents types d'albums, que ce soit de la fiction, du récit, des projets plus conceptuels ou même de la poésie. Ce qui nous importe, c'est surtout que leur sujet amène une réflexion sur le monde qui nous entoure. Donc, dans cette idée-là, notre premier album traite de l'arrivée au monde d'un enfant porteur de trisomie 21. Le deuxième aborde les 4 éléments à travers les 5 sens. Le troisième est l'histoire d'un vieux qui aplatit les enfants. Le quatrième... Il va falloir nous en dire un peu plus parce que ce titre-là, comme ça, ça fait... Là, pour le coup, c'est une fiction. Donc, le dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que c'est le petit dernier, c'est Baleiноïde, qui est là, qui est écrit par Baptiste Gaillard et illustré par Sylvie Mermoux et Pierre Bonnard. C'est un texte de poésie, donc c'était un petit peu pour nous, parce que jusqu'ici, en fait, on fait à chaque livre, on repart de zéro et on fait tout on se lance dans des défis différents, mais là, c'est un texte de poésie. Le livre lui-même est parti carte blanche qu'on a donnée aux artistes Sylvie Mermoux et Pierre Bonnard, qui sont des artistes plastiques qui dessinent à 4 mains, à 2 mains. On leur a donné cette carte blanche et puis d'emblée, ils nous ont dit vouloir s'appuyer sur un texte. En les entendant parler de leur processus de travail, on a vite pensé à Baptiste Gaillard, qui est un poète qui construit ses textes de manière très organique et en s'intéressant à des phénomènes et des sensations. Et puis, c'est comme ça que le duo est devenu un trio. Le livre s'est construit dans des allers-retours entre le texte, le dessin et le dessin. En dessinant à 4 mains, il fonctionne aussi où chacun dessine un bout et puis complète. L'autre vient compléter et puis voilà, ce dialogue-là s'est mis en place entre eux. Et puis à un moment donné, il a fallu faire exister un livre. Donc nous, on est entrés à ce moment-là pour un peu réfléchir ensemble de comment mettre en lien ces textes et ces images, comment les faire respirer, interagir. C'est à ce moment-là aussi que notre graphiste est arrivé avec Stéphanie Tchopf, donc qui est arrivée avec l'idée de papier calque. Donc on a des textes qui sont... Je ne sais pas si ça se voit très bien. On a une portion de texte qui, comme ça, permet un jeu de transparence entre les images et puis le dessin. Donc, il y a une alternance entre le papier illustré, le calque, avec le texte qui est sur le calque. C'est toujours du texte qui est sur le calque. C'est un très bel objet. Je joue sur le recto verso. Ouais, j'aurais commencé par là. Ce travail s'est organisé autour de la figure de la baleine. D'où le titre. Et pour nous, c'est un album qui encourage. Ça fait un moment qu'on avait envie de toucher à l'écriture, à la poésie comme matière texte. Pour nous, c'est un album qui encourage à une lecture ouverte et qui, en partant d'impressions, de sensations, peut soit se lire d'un bout à l'autre, mais peut aussi se prendre par bribes et qui permet d'aborder la poésie et laisser la place, une autre manière de lire et en laissant la place à l'imagination et à l'interprétation. Et Sylvie Mermoux et Pierre Bonnard seront là pour faire des dédicaces. C'est un exercice qui est très nouveau pour eux parce qu'ils viennent plutôt d'une pratique du dessin contemporain et qu'ils n'ont pas l'habitude de dédicaces, qu'ils ont dû s'entraîner. Ils seront bien entourés dans tous les cas, je pense. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce livre? Alors, merci beaucoup, Julia. Et donc, je donne la parole à Licia. Ouais, si c'est possible de le faire maintenant, parce que je ne sais pas combien de temps j'aurai. Alors, moi, je suis Alicia Chéry et je vous présente les éditions Visibles. Donc, les éditions Visibles sont nées parce que, d'abord, je cherchais une maison d'édition un petit peu partout pour mon petit personnage qui s'appelle Tichéri, voilà, qui est là. Et je me suis confrontée au constat un peu désaffligeant, un petit peu difficile, que le fait que je sois noire, que Tichéri soit noire, que mon illustratrice soit noire, c'était vu comme du communautarisme.
Ce qui est très triste parce qu'à chaque fois qu'il y a que des blancs dans les livres, c'est jamais vu comme du communautarisme. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais créer ma propre maison d'édition. Comme ça, je vais pouvoir non seulement sortir mes livres, mais en plus permettre à d'autres personnes qui se retrouvent peut-être dans la même situation de pouvoir sortir leurs livres. Très bien. Donc voilà, moi, je montre souvent ça, en fait. Par exemple, le livre de Kennedy Ryan, Before I Let Go, avec cette magnifique femme sur la couverture version française. Voilà. Ici, je vous montre Michel Quach, donc Not Here to be Liked. Donc, on voit bien la personne asiatique. Ça, c'est dans la version portugaise. Elle est toujours asiatique. Ça, c'est dans la version espagnole, toujours asiatique, même si on ne voit pas tout son visage. Et voici la version française. Je vais vous montrer aussi Tasha Suri. Hein. Ici, on voit bien voilà, de Jasmine Throne. Ça, c'est la version donc originale. Ça, c'est la version en espagnol. Ça, c'est la version en italien. Et voici la version française. En fait, on n'aime pas les personnages. Je pense que c'est ça. On aime les fleurs. Les fleurs. C'est ça, on aime les fleurs. Et donc, c'est très souvent, en fait, moi, quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais j'ai pas envie que mes enfants grandissent dans un monde où ils peuvent pas se voir en couverture de livres, surtout que la littérature jeunesse, elle est assez vaste, mais c'était très difficile de trouver des livres avec des personnages noirs, des personnages métis, des personnages arabes, indiens, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important que les personnages issus de la diversité soient en couverture et non pas en marge. Surtout qu'ils ne soient pas là simplement pour leurs différences ou leurs particularités. C'est-à-dire que Tishiri, elle est noire, mais elle n'est pas là pour nous parler de l'Afrique. Par exemple, dans celui-là, on va parler des stéréotypes de genre parce qu'elle veut devenir astronaute et qu'on lui dit que c'est un métier de garçon. Ou alors, dans celui-là, on va parler des attouchements. Comment on fait pour reconnaître les attouchements, enfin, comment on fait pour reconnaître les comportements qui ne sont pas acceptables chez les adultes, même quand ils font partie de la famille, même quand c'est des gens qu'on adore, etc., etc. Donc, c'est pas super facile, mais voilà. Et c'est un peu de la sociologie pour enfants. Par exemple, il y a le fameux Les lunettes magiques qui va parler du fait que chacun voit le monde à travers ses propres lunettes et que parfois, il faut être d'accord de ne pas être d'accord. C'est un concept un petit peu difficile à expliquer aux enfants. Mais là, avec l'histoire des lunettes et que chacun voit les choses différemment par les lunettes qu'on lui a mises depuis qu'il est tout petit, ben, ça aide tout de suite. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Et puis, donc, voilà, moi, mon but, c'est de donner la parole à 3 niveaux différents, c'est-à-dire que les artistes puissent être issus de la diversité, ou alors que l'histoire ou les personnages soient des histoires ou des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme par exemple les familles recomposées, le deuil justement au niveau dans la jeunesse, ou des choses comme ça. Et puis les personnes qui travaillent avec moi aussi. Donc voilà. Et puis, le livre que j'ai envie de présenter là-bas, ce sera notre première BD, qui est l'histoire de la footballeuse Kumbasso qui joue à l'équipe nationale de l'équipe féminine en Suisse. Et c'est l'histoire de son parcours et de comment, quand elle était petite, il n'y avait pas de club pour les filles et qu'elle a été obligée de se couper les cheveux pour se faire passer pour un garçon. Parce qu'à l'époque, à Zurich, le prénom Kumba pouvait être passé pour un garçon. Et donc, comment elle a suivi ses rêves et puis qu'aujourd'hui, elle est la capitaine du FC Bâle. Donc, voilà, les éditions visibles, c'est un petit peu tout ça. Je me réjouis de venir le présenter à Paris. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Si jamais tu as besoin de partir marcher, tu n'hésites pas. Tu n'es pas coincé. Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour les 3 présentations. Passionnant de venir après 3 maisons d'édition dans le catalogue et impressionnant. Donc, moi, je m'appelle Damien Tornincasa, je suis fondateur et directeur des éditions du Croche-Patte, qui est une toute jeune maison d'édition indépendante qui a récemment vu le jour à Lausanne, en Suisse. Nos 2 premiers livres sont parus en 2020. Quand je dis que c'est tout jeune, c'est le cas. Et 2 nouveautés sont à paraître pour l'année prochaine. Et notre ligne éditoriale s'articule autour de 2 axes. Tout d'abord, on souhaite publier uniquement des fictions jeunesse illustrées, sans forcément de limite d'âge. Donc, ça pourrait aller des tout cartons pour les tout petits jusqu'aux romans graphiques pour ados, en passant bien sûr par l'album. Mais ce qui nous importe, c'est le rapport texte-image et les jeux de complémentarité, de rupture que ce rapport peut créer.
Et on a vraiment envie de travailler avec ces deux formes d'expression de manière simultanée et pour tous les projets. L'autre axe est plutôt thématique, rejoint ce qu'on a déjà entendu chez les précédentes maisons. À travers nos publications, on souhaite, et c'est un peu la devise de la maison d'édition, faire gentiment toucher les idées reçues en présentant des personnages ou des trajectoires de vie qui ne sont pas forcément dans la norme, qui sont de côté. Pour l'instant, les éditions du Croche-Patte ne sont pas diffusées et distribuées en France, donc ça sera notre grand défi pour l'année à venir. S'il passe par là un diffuseur-distributeur, j'ai envie de lui dire à bon entendeur. Cette année, lors du SLPJ sur le stand collectif suisse, vous pourrez découvrir nos deux premiers livres, Le Facteur de Nathalie Wyss et Candice Villeneuve, c'est un roman illustré, et Polo le Plot de Lynn Viera et David Delcloc, qui est un album. Et c'est sur ce deuxième titre que j'aimerais m'arrêter plus longuement. Cet album grand format, vous voyez, prend presque tout l'écran, est original à plusieurs niveaux. Son personnage principal, tout d'abord, n'est vraiment pas banal. Il s'agit d'un cône de chantier qui, justement, ne veut plus travailler sur les chantiers. Pour changer de vie, Polo le Plot, c'est comme ça qu'il s'appelle, devra faire preuve de courage et affronter beaucoup de dangers. Ces aventures nous sont racontées à travers le texte de Lynn Viera et les images de David Delcloc. Une attention toute particulière a été portée à la prosodie dans ce livre. Le texte est construit principalement à l'aide d'octosyllabes rimés. Il s'en dégage un rythme régulier et qui n'est pas sans rappeler le doux fracas des vagues sur le rivage, et ce en rapport avec l'histoire. Et les illustrations sont le fruit d'une vraie expérimentation graphique. David Delcloc a utilisé des matériaux de récupération, des calques de chantier, du papier découpé pour construire ces planches aux perspectives volontairement non réalistes et truffées de détails. Le côté cherche et trouve saura sans doute séduire les plus jeunes, tandis que les lecteurs et lectrices plus aguerris apprécieront la complexité de la construction des images qui introduisent par exemple progressivement la couleur au fur et à mesure que Polo le Plot avance dans sa quête. Et puis pour terminer cette petite présentation, j'avais envie de vous lire les premières pages de Polo le Plot. La technique me permet un partage. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Polo le Plot est un héros, pas un costaud du genre Zorro, un justicier fier et masqué, ni un riche prince de contes de fées, macho, quoique très beau. Polo le Plot est un héros car il veille sur les travaux. Immobile, sa silhouette se profile sur tous les sentiers de la ville. Sans un mot, il éloigne les vélos. Sans un bruit, il protège et interdit. Ouvrier en sécurité, voiture sans une égratignure, écolier sauvé du danger, Polo assure, Polo rassure. Pourtant, Polo en a plein le dos. Il voudrait tant changer de boulot. Tandis qu'un gigantesque camion, juste à ses pieds, vide sa benne, Polo est triste, morne, grognon. Sans arrêt, il rumine sa peine. Soudain, une voix chaude l'appelle, se fait entendre jusqu'à son cône. C'est le tas qui attend les pelles, un sable doux très fin, bien jaune. Il dit la plage, il dit la mer, parle de vagues et de grand air. Polo écoute, n'en revient pas, en un clin d'œil, le Plot s'y voit. Et s'il faisait un grand voyage, de la ville grise jusqu'à la plage, pour devenir, voilà son souhait, le plus incroyable des jouets. Voilà pour Polo le Plot, je vous laisserai découvrir la suite si ça vous laisse. Et je repasse la parole à Lisée. Je pense qu'on va faire des échanges sur le stand. On repartira tous avec notre petit carton sous le bras. Florent se déplace et c'est lui qui va terminer pour aujourd'hui. Je suis Monsieur Florent Gaillard, responsable de diffusion pour les éditions helvétiques. On a une maison d'édition basée à Lausanne, la particularité d'éditer à la fois du jeu et du livre. Pour le côté jeu, ce sont surtout des jeux de société, des jeux de cartes avec un public familial. Et gagné cette année l'As d'or de Cannes, qui est la récompense francophone la plus prestigieuse du monde du jeu, pour un petit jeu qui s'appelle Odin. Pour le côté livre, la particularité d'éditer à la fois en français, en allemand, mais aussi en anglais, avec une destination pour tous les pays francophones, les pays germanophones, mais aussi les États-Unis. On va avoir notamment une déclinaison d'une partie de notre catalogue dans les guides de randonnée, dans les guides de course. Aussi une partie de nos publications qui vont être sur des astronomiques, sur des bandes dessinées pour lesquelles on commence à avoir pas mal de reconnaissance, de prix aussi.
Mais la plus grande partie de notre catalogue, ce sont les livres de jeunesse, que ce soit les albums ou les documentaires. Et là, de la même façon, toute une diversité de sujets, que ce soit des livres sur la santé pour les enfants, que ce soit des albums pour les tout petits, que ce soit des documentaires pour les plus grands. Et l'exemple que je vais donner aujourd'hui, c'est justement un de ces documentaires à partir de 10 ans, qui s'appelle Le pouvoir, c'est moi, de Caroline Stévan, qui est une journaliste chroniqueuse pour la radio-télévision suisse romande, et qui a fait tout un livre sur qu'est-ce que c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on a des chefs, que ce soit des présidents, présidentes, des rois, reines, des empereurs, des impératrices. À travers ce livre, on va avoir à la fois une idée de ce qui se passe à travers le monde, de ce qui s'est passé à travers le temps, plusieurs frises chronologiques au début, avec des points sur certains dirigeants et dirigeantes. La petite particularité qu'on va aussi avoir à travers ces portraits, c'est qu'on va déterminer, peu importe que ce soit des rois, des reines ou des personnes élues démocratiquement, leur capacité à écouter le peuple et inversement à décider tout seul. Vraiment, deux portraits que j'aime beaucoup, avec une reine du Matamba qui régnait de façon très démocratique, qui écoutait son peuple et qui prenait les décisions de manière coordonnée. Et à l'inverse, on va avoir par exemple Donald Trump qui lui est élu démocratiquement, mais qui va plutôt exercer de manière autocratique son pouvoir. On va avoir à chaque fois des illustrations pour mettre en scène le propos. Ce sont des chapitres assez courts, donc assez accessibles à partir de 10 ans. On a aussi une partie qui va revenir sur les qui n'ont pas accès au pouvoir, qu'elles soient minorités religieuses, minorités ethniques, minorités de genre. Comment est-ce qu'on assoit son pouvoir, notamment quand on est dictateur, à travers la propagande, à travers la terreur. Et on a tout un chapitre à la fin qui va revenir sur les exemples de communautés qui essayent de vivre sans chef et qui souhaitent partager toutes les décisions de pouvoir. À chaque fois, toutes les parties illustrées. On a même une partie sur les animaux. Est-ce que eux aussi ont des comportements avec une seule personne, un seul être vivant à leur tête, ou est-ce qu'il va y avoir un partage des décisions? Merci de votre écoute. Oui, alors je suis Pascale Esmora. J'ai fondé les éditions La Petite Chaise en fin 2020 à La Chaux-de-Fonds, dans les montagnes châteloises. La Chaux-de-Fonds, c'est une petite ville assez excentrée, mais dans laquelle il y a énormément d'activités culturelles et où on peut assez facilement commencer un nouveau projet et rapidement trouver du soutien. La ligne éditoriale de La Petite Chaise relève pour l'instant plutôt d'une intention, parce que j'ai que 2 titres au catalogue, mais l'idée est de publier peu. Pour l'instant, 1 titre par année. On privilégie des collaborations avec des créateurs et des créatrices de la région qui peuvent être issus de tout milieu, avec le but de créer un livre qui relève de la littérature jeunesse illustrée. On prend le temps, on y met beaucoup de soin, et on se permet aussi de travailler l'objet livre dans toute sa matérialité avec beaucoup de créativité. J'essaie pour l'instant d'imprimer en Suisse. J'apprécie vraiment cette proximité avec tous les corps de métier qui interviennent dans la fabrication d'un livre. Et, voilà, tant que les finances le permettent. Les livres de La Petite Chaise ne sont pas encore diffusés en France. Donc, je suis très heureuse de pouvoir les présenter sur le stand collectif et aussi de faire venir les autrices qui sont pour les 2 premiers livres. C'est leur premier. Donc, c'est aussi quelque chose de chouette pour elles. Le premier livre de La Petite Chaise est sorti en 2020. Il s'agit de Tip Tap, première merveille colorée et poétique d'Anaïs Krebs. Et le deuxième titre, que je vais vous présenter plus en détail, vient de sortir il y a à peu près 1 mois. Il s'agit de Totem de Sophie Gagnebin et Guillaume Perret. C'est un imagier photographique illustré destiné aux tout petits et aussi aux moins petits. C'est un objet un petit peu original. L'illustratrice chaux-de-fonnière Sophie Gagnebin l'a créé à partir d'une série de photos, de portraits d'enfants de Guillaume Perret, qui est un photographe qui a 2 fois reçu le prix Swiss Press Photo. Mêler l'illustration et la photographie n'est vraiment pas facile. Il a fallu plus de 2 ans de travail à Sophie pour créer ce livre qui est en apparence très simple.
c'est vraiment un imagier où mots, et photographie se répondent de différentes manières, notamment par l'intégration de pages de calque pour travailler sur la transparence. C'est pas vraiment facile, je pense, à montrer comme ça à l'écran, donc ça vaut vraiment la peine de venir le manipuler. Sophie, elle essaye d'encourager l'enfant à développer un regard un peu joueur sur le monde et aussi à se sentir du monde naturel, à éveiller la sensibilité au monde naturel, que l'enfant se comparer aux animaux, aux végétaux, enfin, de vraiment entrer dans un peu un jeu. Pour permettre justement d'intégrer ces calques dans le livre, il est du coup de facture en partie artisanale. On s'est encore permis d'aller plus loin dans l'artisanal. Sophie a serré les couvertures elle-même, ce qui a rendu possible le fait d'avoir 3 modèles différents pour un même livre. On a 3 petits, donc chacun peut choisir celui qu'il préfère. Et d'ailleurs, maintenant qu'on commence à voir un peu des retours sur le livre, c'est aussi assez fascinant de voir le nombre d'enfants, mais aussi d'adultes qui confient avoir un animal totem et qui entrent vraiment dans ce jeu. C'est aussi assez surprenant d'entendre les retours de parents. Il y en a beaucoup qui, en fait, appellent leurs enfants de façon affectueuse avec un nom d'animal, mon chaton, mon petit loup. Et ce livre fonctionne aussi comme un petit clin d'œil à cela. Et puis, ensuite, il y a juste aussi le fait que les enfants aiment observer les autres enfants. Et puis, il y a une page qui fascine vraiment, on le voit, c'est la loutre. Cette loutre qui sort du bain. Enfin, voilà, je vous encourage vraiment à venir le feuilleter. Sophie Gagnebin sera présente sur le stand et Anaïs Krebs aussi. Alors, je vous propose qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui et on se retrouve de toute façon tous bientôt au salon, au rez-de-chaussée. Je n'ai pas encore le numéro du stand, mais il sera partagé très rapidement sur nos réseaux. Merci. Merci beaucoup pour l'échange. Ciao. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire qui était préenregistré. Et merci aux intervenants et à vous tous qui regardez cette diffusion. Voilà, on va achever cette diffusion. Merci à tous. Et voilà, on rappelle que les webinaires sont toujours, voilà, continuent jusqu'à 18h. Et vous pouvez les consulter ensuite en replay. Et on vous donne du coup rendez-vous au salon à partir du mercredi 26 novembre. Et le programme est à retrouver sur le site slpj.fr. Merci à tous. Au revoir.